avoir une petite caméra. Par contre, on va vous inviter à couper vos micros. Ça va être plus facile. Et puis, on va basculer sur la présentation en PowerPoint. Je vais laisser la parole à Monsieur Bio. Et puis ensuite, Monsieur Perroy du cabinet Émotiotourisme qui nous présentera un petit peu des grandes idées sur l'hôtellerie de plein air. Voilà, pas mal d'informations. Alors, Monsieur Perroy, du coup, on bascule sur la présentation. Oui, bonjour à toutes et à tous. Vous pouvez accéder au partage de votre écran. Vous le redonnerez par la suite. En 76, de toute façon, il n'y avait pas le Total. Le Total est arrivé après. Donc, c'est impossible que cette maison soit raccordée, mais elle devra être raccordée. Donc, ça veut dire aussi que les personnes, faire attention, ça voudra dire aussi que les personnes qui vont acheter ce bien auront une taxe de raccordement. A priori, quelqu'un a gardé un micro, je pense. Ça, il faut le noter, ça. Oui, parce que oui, j'essaie de voir qui a activé un micro, mais je n'arrive pas à voir. Peut-être que François, je vais regarder. Oui, je vais regarder. Mais c'est l'ancien propriétaire. Alors, je vois un écran. Non, c'est quelqu'un qui arrive. Non, apparemment, tous les micros sont fermés désormais. C'est parfait. Donc, c'est bon, vous pouvez prendre la parole. Voilà, je vais prendre la main. Bonjour à tous. Donc déjà, merci à toutes les personnes qui ont répondu favorablement à notre invitation pour cette journée et à Monsieur Perroy de bien vouloir animer cette matinée. Je voudrais saluer aussi l'initiative des deux structures d'Office du tourisme, Vallée du Loir et Vallée de la Sarthe, d'organiser cette conférence autour de l'hôtellerie de plein air, malgré la situation sanitaire, comme l'a dit Claire, qui nous empêche de nous voir physiquement, mais il nous paraissait important qu'elle soit réalisée, surtout avant la saison qui arrive. Je voulais faire juste une petite introduction et vous dire que, comme tous les métiers d'offre de service, les besoins, l'offre, la consommation des campeurs, elle évolue. Elle évolue très vite, peut-être encore plus vite avec la crise sanitaire. Et du coup, il nous est apparu important de vous proposer cette conférence animée par un expert, donc M. François Perroy, et vous sensibiliser sur tout ce qui, aujourd'hui, conditionne la réussite de l'hôtellerie de plein air, et par rapport à notre situation géographique, mais dans son ensemble. Donc, il va y avoir une présentation très complète et importante réalisée, qui va certainement peut-être vous bousculer dans vos certitudes ou vous amener à réfléchir sur l'avenir de votre organisation. Mais c'est ça aussi le but de cette conférence, c'est vous interpeller sur le demain et sur le chemin que vous avez parcouru. Et puis, à la fin de cette conférence, il y aura débat. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez à Monsieur François Perroy. Et puis, nous, on sera là pour vous expliquer comment, sur le territoire, on peut vous accompagner pour faire évoluer vos structures et votre manière de faire de l'hôtellerie de plein air. Voilà, je ne vais pas être plus long, parce qu'en général, je suis assez long. Alors là, je ne vais pas être plus long. Je vais laisser la parole à Monsieur Perroy. Je vous souhaite une bonne conférence et on se retrouve oralement à la fin de cette conférence pour écouter toutes les questions. Bonne conférence. Merci. Je vais vous laisser prendre la main sur
votre document. Oui, très bien. Alors là, je vois encore votre écran, mais c'est bon, je vais pouvoir afficher le mien. Hop. Super. Je présume que vous le... Attendez, je vais le mettre en affichage complet. Pardon, votre plein d'écran. Est-ce que ça va bien pour tout le monde? Vous voyez bien mon écran? Ou pas? Claire, c'est bon? Oui? Oui, c'est bon, c'est tout bon. Parfait, parfait, merci. Écoutez, très, très heureux de vous rencontrer, d'échanger avec vous sur ce thème de l'hôtellerie de plein air. On aurait pu nommer le sujet le camping, mais vous savez que c'est un nom qui a évolué en quelques 10 ou 15 ans, et qui veut dire que simplement du camping classique, nous sommes également passés vers un système où on a toujours des emplacements de plein air à proposer de location, mais aussi des locations. Alors, on va avoir un propos en plusieurs séquences, hein, et ce propos va essayer de présenter les ressources et les qualités de l'hôtellerie de plein air ou du camping, mais aussi les conditions d'interrogation et d'évolution. Ce que l'on peut dire pour démarrer de manière certaine, et quand je dis certaine, évidemment, il y a des territoires ou des épiphénomènes qui sont pas forcément dans cette veine-là, mais dans l'ensemble, l'hôtellerie de plein air est un secteur qui se porte très très bien depuis longtemps, et particulièrement, je mets à part, nous sommes bien d'accord, 2020 et probablement 2021, mais les années précédentes, nous avions une croissance très très forte de l'hôtellerie de plein air en France, mais même en Europe, pour des raisons diverses qui sont liées à sa nature même, à sa capacité d'adaptation, à sa souplesse, et puis parce qu'il offre aussi des valeurs avec les attentes de la société aujourd'hui, de l'espace, de la connexion à la nature, le fait qu'un camping, en général, c'est des arbres, c'est parfois un plan d'eau, c'est une ambiance détendue, c'est de la relation familiale, on noue des connaissances également. Tout ça fait que l'hôtellerie de plein air, parce qu'elle a investi beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis des décennies, et l'hébergement touristique en France qui a connu un très grand succès. Alors, globalement, 2020, à l'échelle nationale, on dit que les campings ont perdu entre 20 et 25% d'activité. Ça ne veut pas dire grand-chose. J'ai un ami qui gère quelques campings collectifs municipaux dans le Massif central et qui, lui, me disait qu'il avait fait la meilleure saison 2020 que toutes celles qu'il avait fait dans le passé. Donc, on voit bien qu'il y a des écarts, mais dans l'ensemble, ça a été compliqué. L'autre aspect à retenir de ces dernières années, c'est que l'hébergement chez les particuliers, on va citer Airbnb, mais pas seulement, les plateformes, quelles qu'elles soient, ont pris de plus en plus d'autorité et ont même capté des clients que l'on aurait pu penser être intéressés par des locations de plein air. Mais il n'empêche que ce secteur de l'hébergement chez les particuliers a fortement progressé et dans le même temps, l'hôtellerie de plein air a aussi fortement progressé. Donc on voit bien qu'à part ces 2 années du moment, là, le secteur de l'hébergement touristique a considérablement accru ses parts de marché. Alors, pour donner quelques chiffres, au cours des 15 dernières années, on est passé en gros d'une centaine de millions de nuitées. C'était un chiffre qui était à peu près égal d'une année sur l'autre, à 125 millions de nuitées en 2019, si je ne me trompe pas. Ce qui veut dire qu'on a eu une croissance très très forte, majeure. Et dans le même temps, on a perdu à peu près 1000 campings. Ça signifie donc qu'avec moins de campings, on s'est retrouvé malgré tout avec une croissance bien, bien plus forte de la part de l'activité du camping. Ensuite, on n'a pas perdu d'emplacement. C'est-à-dire que même s'il y a... attendez, je suis en train d'admettre quelqu'un qui cherche à arriver. Et voilà, mais c'est difficile. Hop, excusez-moi, je vois qu'il y a un candidat. Hop,
bienvenue. Même si on a perdu 1 millier de campings en France, ce qui n'est pas rien, on a globalement à peu près gardé le même nombre d'emplacements. Ce qui signifie que nous avons des campings aujourd'hui plus gros, plus puissants, plus organisés que dans le passé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de petits campings, il y en a chez vous notamment, il y en a dans beaucoup de régions rurales de France, mais dans l'ensemble, les campings du littoral sont devenus plus consistants et ont été pris dans des réseaux, des groupes capitalistiques d'importance. Les investissements sont devenus énormes. Aménager un emplacement, juste un emplacement, 100 mètres carrés, en cote moyenne, c'est plus ou moins 10 000 euros. C'est même parfois par endroit 15 000 à 18 000 euros. Ça dépend du territoire, du relief, de la densité de population, etc. Ça signifie que cette activité, qui longtemps a été une activité où on pouvait se lancer de manière relativement artisanale au début du camping en France, c'est-à-dire dans les années 70-80, c'est plus du tout le cas. C'est un investissement lourd, très lourd, coûteux, et ça freine le nombre de créations. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a très peu finalement de création de nouveaux campings. Donc ça, c'est des éléments importants à prendre en compte. Le deuxième, très important, on va y revenir, c'est les groupes dont j'ai parlé, qui représentent plus de 600 campings aujourd'hui pour presque 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires sur les 2,5 milliards à peu près qui font le volume d'affaires du secteur du camping en France. Qu'est-ce qui va se passer dans les 15 années à venir? Franchement, honnêtement, je n'en sais rien. Mais ce que l'on peut... Ah oui, il y a encore quelqu'un qui veut arriver. Attendez, je vais essayer de le mettre. Excusez-moi, je jongle avec les admissions. Ah, bon, attendez. Ça devient compliqué de vouloir admettre et en même temps de... Hop. Voilà. On va remettre dans l'écran. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir? Très probablement un maintien de la quête de grands espaces. Et les campings ont toute leur place là-dedans. Pourquoi? Parce que la densité de population en Europe est forte. La population est très urbanisée à 80%. Et donc, le camping offre de l'espace, de la nature, des connexions. Et il nous semble qu'il a plein de qualités pour être l'hébergement non seulement du présent, mais du futur, admis par la société comme étant positif. Le deuxième point, il nous semble que les campings peuvent plus facilement que d'autres hébergements mieux lier les temps de travail et les temps de loisirs. Je ne suis pas certain que nous continuions à aller vers des temps de vacances aussi segmentés que nous avons connus dans le passé. L'actualité de cette année ne doit pas perturber notre regard, mais il me semble malgré tout que sur 4-5 ans, on voit une espèce de changement avec des gens qui se déplacent, qui continuent à travailler en étant dans un cadre de nature, de vacances a priori, de loisirs plus agréable. En fait, tout ça est lié à la mobilité et aux outils mobiles, que ce soit nos smartphones, nos ordinateurs portables et nos connexions Wi-Fi. Et donc, il me semble que le camping peut accueillir des gens en situation à la fois de travail et de loisirs en même temps. On le voit depuis longtemps avec des campings résidences de fin de semaine, de week-end, des mobil-homes que l'on loue à l'année et sur lesquels on va se retrouver à proximité des grandes villes. On le voit également avec des rencontres générationnelles, des grands-parents qui prennent leurs petits-enfants pour des vacances, soit dans le mobil-home du camping, soit dans une location quelconque, d'un camping-car, etc. Tout ça est déjà bien présent en France et est encore plus fort dans d'autres pays à plus forte densité de population. Donc, il nous semble que c'est un phénomène qui va s'accentuer.
On le voit sur cette image de la chaîne nord-américaine KOA, qui est une image de recomposition générationnelle où différentes générations se retrouvent autour de pratiques de camping. Et il n'empêche que le camping, si attractif soit-il, continue sa quête vers un confort accru, une quête de confort toujours supplémentaire. C'est son ADN. C'est pas parce qu'on choisit le plein air que l'on a besoin de moins de confort. On y reviendra certainement, mais en conséquence, ça veut dire que les niveaux d'investissement ne cessent d'augmenter. Alors, on aura peut-être tout à l'heure quelques contre-exemples dans la discussion, mais c'est quand même une tendance très forte. Au cours des années passées, on continue à accompagner des campings en direct. Et ce qu'on a pu voir, c'est que si on installait, comme sur cette photo, des installations de type pique-nique adossées à l'emplacement, une table de pique-nique, un coin pour ranger les vélos, un abri pour ranger la planche de surf, etc. Ça crée un surcoût sur la location de ce type d'emplacement. Et pourtant, ce sont ces emplacements qui partent en premier, qui sont réservés le plus tôt. À l'identique pour des sanitaires individuels à l'emplacement. C'est évidemment plus cher, mais c'est aussi ce qui est le plus demandé. Ça signifie donc que la quête de confort, qui est un marqueur fort du tourisme en général, mais aussi du camping, va se poursuivre tout en essayant de garder une connexion à la nature. Et on le voit, quels que soient les territoires sur lesquels on regarde. Là, on est au TCS, Touring Club Suisse, où on a un groupe important de campeurs dans ce club automobile suisse, où on voit que on fait de la pédagogie à l'égard des campeurs caravaniers camping-caristes suisses sur les nouvelles formes de camping. Donc, il nous semble que nous sommes dans une manière d'hybridation où les campings ne sont plus seulement des endroits où on vient avec son matériel, mais où on va louer aussi un mobil-home, on va louer différents types d'hébergements. On va même s'y retrouver pour des temps de loisirs et de travail. On va s'y retrouver aussi de manière multigénérationnelle, voire de manière très confortable. Cette image-là, Alpen Camping Nenzing, est en Autriche. C'est bien un camping avec des hébergements suspendus, accessibles par un chemin sur la butte derrière, qui se loue assez cher. Et dans le bas, on ne le voit pas sur la photo ici, mais dans le bas, en contrebas de la piscine, il y a des emplacements classiques, tentes, caravanes, camping-cars, et puis des locations classiques de mobil-home, etc. Donc en fait, l'hybridation, elle est vraiment très réelle et très forte dans le camping. C'est ce qui fait la souplesse de l'hôtel plein air et qui fait son succès aussi. On parlait des sanitaires individuels à l'emplacement. Vous avez sur cette image d'un camping en Italie, un emplacement tout à fait classique. Sauf que tout au bout, vous avez un petit pavillon sanitaire qui fait que cet emplacement, au lieu de se louer 30 € la journée, va se louer 60-70 € la journée. Et il y a un public pour ça, une attente très forte. Et la pandémie, c'est vrai, a accéléré ce besoin d'individualisation et de rassurance. Donc l'hybridation, ça nous paraît être le mot qui caractérise aujourd'hui l'hôtellerie de plein air. Et on le voit également avec des thèmes de camping. Alors j'ai pris un thème là, d'ailleurs pas complètement par hasard, parce que sur votre grand territoire, vous avez un camping qui est dans cette veine. On a des campings rétro, vintage, qui mettent en avant des caravanes, des équipements d'une autre époque et qui se louent avec beaucoup de motivation, beaucoup de succès. Quand j'évoquais le fait que on a des clients partout dans le monde qui essaient de marier loisirs en camping, en camping-car et pratique de travail, vous avez deux images différentes ici. Sur la gauche, c'est aux États-Unis un certain nombre de gens qui sont partis s'aérer en camping-car et qui ont travaillé depuis leur ordinateur portable avec leur connexion. Et à droite, vous avez un camping en Norvège qui propose ce qu'on appelle du workation,
ou du télétravail depuis le camping. On voit bien que la connexion à la nature n'empêche pas un besoin de connexion aux outils, aux médias de travail. Autre pratique également qui est assez sensible désormais, c'est la pratique de camping par affinité ou par genre. Là, on a juste pris un exemple du camping au féminin sur Google, qui est un thème qui est de plus en plus répandu, investi, et se crée également des campings thématiques, alors sur des thèmes très différents. Là, c'est une capture de Google Images, mais on a des campings qui se dédient plutôt à l'accueil seulement d'hommes qui préfèrent se retrouver entre eux, ou de femmes, ou bien de thèmes d'activités, de loisirs, de passions thématiques, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans un marché qui est suffisamment mature pour se spécialiser et qu'on est peut-être à part pour des grands campings balnéaires. Dans différentes régions, on va se retrouver avec des campings plutôt thématiques qui vont pousser des offres correspondant à des niches de clientèle. Mais le schéma classique du camping, une pleine nature et un emplacement à une tente, ça marche toujours et c'est même, j'ai l'impression, une valeur en reconquête chez les plus jeunes citoyens européens qui aspirent à vivre au plus près de la nature et de l'environnement. C'était une introduction pour essayer de planter un peu ce décor sur l'évolution du camping, en résumé, sur cette première séquence. Un secteur qui a très bien fonctionné en France, qui est passé d'une centaine de millions de nuitées à 125 millions de nuitées, qui s'est consolidé d'un point de vue capitalistique avec de plus en plus de grands groupes qui représentent à peu près 1 milliard d'euros de volume d'affaires sur les 2,5 milliards de l'ensemble de l'hôtellerie de plein air en France. On voit une hybridation des campings et on voit une segmentation également, un ciblage plus fin, notamment de la part de petits campings vers des groupes de consommateurs guidés par des pratiques ou des thèmes qui les intéressent. Quelques chiffres maintenant pour entrer un peu plus dans cette économie. On a mis ici l'infographie qu'on a créée en 2019 sur les forces du camping. Et bon, on voit bien ce qu'il en est. Alors, je dis à ce stade-là, parce que sur les chiffres, c'est peut-être pas la peine de prendre des notes, hein. Ce document vous sera partagé. Vous y aurez accès, vous pourrez le retrouver tout à fait aisément. Mais il y a des invariables. C'est-à-dire que depuis 10 ans, 15 ans, je pourrais dire à peu près la même chose. Le camping en France, c'est 1/3 de nuitées étrangères et 2/3 de nuitées françaises. Ça ne change globalement pas. Le taux d'occupation est meilleur quand le classement est élevé. Plus on a un classement élevé, plus on va avoir un taux d'occupation et une fréquentation étrangère élevée et des prix supérieurs et un chiffre d'affaires et une rentabilité. Ah, ça, je ne sais pas. Peut-être une rentabilité supérieure. En tous les cas, un chiffre d'affaires supérieur. Euh, le camping, c'est également une profession jeune, hein. C'est une profession qui a une quarantaine d'années à peu près, qui est organisée autour d'une fédération nationale puissante, structurée à l'échelle régionale et départementale, et donc où il y a un maillage des pratiques, des échanges, une entraide. C'est un syndicat qui est très reconnu à l'échelle nationale, qui participe avec son président Nicolas Daillot et ses vice-présidents, à toutes les grandes réunions touristiques publiques, nationales, etc. Donc nous avons affaire à une profession qui est solide, qui est armée, qui joue le jeu collectif, hein, et qui investit même beaucoup. Alors, ça, c'est intéressant de regarder cette évolution sur une assez longue période, puisque sur 40 ans, on voit qu'on a eu un grand plateau d'environ 9000 campings en France. Et puis, on est passé, vous voyez, on a perdu à peu près 1000 un peu plus de 1000 d'ailleurs, en 15-20 ans. Mais en revanche, on n'a pas perdu d'emplacement. Enfin, globalement, pas perdu d'emplacement.
Donc, on a quand même des entreprises, on l'a dit, beaucoup plus importantes du point de vue de leur structure, de leur périmètre, de leurs moyens, mais on a moins de campings. Ce que l'on sait aussi, c'est que le camping moyen en France, il fait à peu près 100, 110, 112 emplacements. Mais il y a beaucoup de petits campings, beaucoup, qui ne dépassent pas les 50 emplacements, puisque je crois qu'on est à 33%. Ça signifie quoi? Ça signifie que ces campings ont une existence souvent très intéressante parce que la relation avec les clients est forte, on se connaît, la fidélité est aussi forte, mais en revanche, on n'a pas beaucoup de moyens pour se développer, on est fragile. Si une année est mauvaise du point de vue social, économique ou climatique, eh bien, on accuse le coup beaucoup plus facilement. Si je fais le parallèle avec les 112 emplacements en moyenne par camping en France, je n'ai plus en tête à l'instant la moyenne des campings italiens ou espagnols, mais elle est largement supérieure. Je l'ai un peu oublié, mais on est plus facilement à 300 emplacements en moyenne. Et donc, on a moins de campings dans ces pays, mais des campings beaucoup plus importants. Et d'ailleurs, on voit bien que la statistique du bas de cette page est forte, hein. On compte au moins de 300 campings en France qui ont plus de 400 emplacements. Or, c'est ce format-là que les groupes capitalistiques ont acheté ou cherchent à acheter. Comme aujourd'hui, c'est très coûteux, on l'a dit, de créer un camping, c'est extrêmement coûteux, ça se traduit en millions lourds. Il y a une création actuellement dans un département de l'intérieur faite par un grand groupe, une création d'un camping de 300 emplacements, on est plutôt sur du 20-25 millions d'euros à peu près. On ne crée quasi plus de camping en France aujourd'hui, peut-être 2 ou 3 par an, grand maximum. Donc c'est un marché qui est mature. Ce que l'on voit également, c'est une montée de la qualité très, très importante. Il y a aujourd'hui finalement un fer de lance de l'hôtellerie de plein air en France qui est composé de 5, 4 et 3 étoiles qui font un peu la reconnaissance du camping français par leurs investissements, leur qualité, leur fréquentation étrangère, etc. Ces chiffres datent un tout petit peu, ils datent de 2 ans. Je n'ai pas eu les tout derniers, mais enfin, ils nous disent quoi? Ils nous disent que le camping aujourd'hui, c'est un niveau d'équipement particulièrement élevé, avec évidemment tout ce qui est attendu par la clientèle, mais des piscines, des bains en remous, des services de restauration, des aires de jeux pour les enfants, etc. De plus en plus de services relationnels, entre guillemets, de conciergerie et de facilitation. Et un camping aujourd'hui, bah, il est réservable en tout point, en tout lieu, ou presque toute l'année, parce que c'est une garantie de chiffre d'affaires qui entre tôt, de faciliter la prise de disposition, de réservation, de disponibilité, de réservation en ligne. Et ça contribue à la performance des campings. Sur la fréquentation des campings, on voit bien que si on parle des 125 millions de nuitées en France, c'est le littoral hein, qui prend l'essentiel des nuitées. Et vous voyez que les puces sont très réduites dès lors qu'on sort du bord de mer, peut-être à part la Dordogne ou l'Ardèche, qui sont des forts départements camping. Mais ailleurs, on est vraiment sur la bande côtière. Même les campings de montagne sont de moindre importance que les campings du littoral. Les départements les plus fréquentés de France et en nombre de nuitées, on le voit bien, sont des départements côtiers, qu'ils soient de la Méditerranée ou qu'ils soient de l'Atlantique. C'est là que l'on va trouver les camping-clubs. Les camping-clubs, donc ces campings où on a absolument tout l'équipement pour passer un séjour, peut-être en autonomie. Je dis peut-être parce qu'on n'y est pas obligé, mais c'est assez tentant de se retrouver dans un camping et de ne pas en sortir. C'est assez frustrant pour le tissu touristique local, malgré tout, d'avoir des camping-clubs exclusifs qui font que la clientèle est tellement bien à l'intérieur qu'elle ne sort pas et qu'elle ne consomme pas, qu'elle ne visite pas les sites autour.
Donc, il y a un entre-deux et il y a des propositions liées à faire entre l'hébergement et l'environnement touristique, notamment en zone rurale, où la connexion doit être, et elle est naturellement plus ouverte entre le terrain touristique et le camping. Sur les nuitées, c'est assez stable, on l'a dit, hein, on n'a pas de changements radicaux. On sait qu'on va en avoir un désormais. Je mets à part les chiffres de cette année liés à la pandémie, nous sommes d'accord. Mais, attendez, j'ai un petit problème de micro. Mais en revanche, nous savons que les Britanniques vont être moins nombreux par le Brexit. Or, ils sont une grande clientèle de camping. Et ça va poser un souci majeur parce qu'on ne voit pas de clientèle de compensation dans le voisinage européen. Donc la clientèle de compensation sera probablement française. Et elle l'est déjà bien française parce que la pandémie, évidemment, incite à rester dans les frontières, mais parce que nous avons fait évoluer les campings vers des offres de location qui correspondent davantage au goût de la clientèle française aujourd'hui que la pratique simple du camping classique, qui n'est pas morte, loin de là, très loin de là, et qui rejaillit d'ailleurs, on l'a vu auprès des jeunes générations. Mais malgré tout, le standard camping club est plutôt le fait de familles qui louent un mobil-home et qui s'y retrouvent pour des séjours de 1 semaine à 2 semaines en général. Cette infographie vous dit en 2021, donc en janvier de cette année, c'est d'actualité, quelle est la part, on a fait une étude là, importante auprès de l'ensemble des grands groupes de camping en France, une cinquantaine pour le dire clairement, et on voit qu'on n'a pas loin de 2000 campings qui sont réunis dans des groupes différents. Alors, soit ce sont des groupes intégrés, soit ce sont des chaînes volontaires, etc. Bon, ça commence à peser, c'est-à-dire que 25% de l'offre aujourd'hui des campings est adossée à une marque supérieure à la marque du terrain de camping lui-même. Donc ça, c'est important en termes de communication. Et on voit qu'en gros, un tiers des emplacements sont aussi concernés par cette structuration. Ce qui veut dire que ces campings sont plus grands que la moyenne en général. Et on voit que des 978 millions d'euros dont je parlais en tout début en 2019, en 2021, nous voyons que le volume d'affaires de ces structures dépasse le milliard, 1,3 milliard, soit presque 43%, presque la moitié du volume d'affaires total de l'hôtellerie plein air. Donc nous voyons bien là que ce secteur du camping, de familial, de composé de petites unités, de petites entreprises, de campings municipaux, de campings associatifs, a migré considérablement vers une organisation forte, de grandes marques et de grands moyens d'investissement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de place. Au contraire, il me semble qu'on va probablement assister à une recomposition, mais ça signifie que ces campings familiaux, entre guillemets artisanaux, ont nécessité aujourd'hui de tenir un discours différenciant, clair, et d'affirmer des propositions différentes, j'allais dire un peu à contre-courant de celles qui sont proposées par ces grands groupes, parce qu'on ne peut pas lutter, on ne peut pas se retrouver avec les mêmes armes. Cette étude est sortie d'un sondage, enfin cette capture d'écran est sortie d'un sondage IFOP réalisé pour la Fédération nationale de l'hôtellerie plein air, si je ne me trompe pas, c'est en 2019. Et qu'est-ce qu'elle dit auprès du public auquel elle s'adressait? C'est que le camping permet des vacances à un prix raisonnable et est un mode de vacances écologique. On voit bien qu'il y a une attente sur ce thème-là de la part de la société française. Et donc, il y a possiblement à investir davantage sur ce thème pour être au plus près avec cette attente. Trois défis sont identifiés par ces publics français sondés dans cette étude IFOP pour les campings.
essayer de retrouver une forme d'accessibilité pour le plus grand nombre, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas ou plus en camping pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons de conditions qui leur plaisent un peu moins. Deuxième grand enjeu, essayer de préserver, de s'engager plus avant dans une démarche de responsabilité environnementale, de sensibilisation aux transitions. Troisième grand principe, je l'ai déjà évoqué, mais là il est affirmé par une étude, faire en sorte de s'ouvrir ou d'être ouvert sur l'environnement touristique local. Et quand on dit touristique, ce n'est pas que des organisations touristiques, c'est aussi de la vie locale, des commerces locaux, des commerces de bouche, des métiers d'art, des lieux de visite, des pratiques d'activité, etc. Le camping peut être fermé et replié sur lui-même, c'est un camping-club, et il peut être aussi ouvert sur son environnement et faire en sorte de proposer des tas d'activités et de services à ses clients par la richesse de cet environnement. En résumé, sur ce deuxième chapitre, l'hôtellerie de plein air se porte bien. Elle est organisée toujours avec une clientèle qui a son propre matériel, mais aussi une clientèle qui va chercher à louer un hébergement, que ce soit une tente aménagée, que ce soit un chalet en bois, ou majoritairement ce qu'on appelle un mobil-home, une très grande caravane qui se loue au week-end ou à la semaine. Donc on a un décalage qui se crée aujourd'hui et qui va possiblement se creuser entre ces grandes structures de type camping-club, pourvoyeuses de beaucoup de chiffre d'affaires, d'économies et d'emplois et de retombées locales, et des plus petits campings plus intimistes, qui baissent de la pratique du camping caravaning traditionnel, partiellement compensé ou pas assez compensé par la venue de camping-cars, et qui souffrent également d'une difficulté d'investissement. Le camping aujourd'hui, c'est cher. Ça coûte cher de créer, de gérer un camping, ça mobilise beaucoup, beaucoup de moyens. Et il nous semble qu'une des pistes est vraiment de trouver un positionnement spécifique à chacun, très, très, très fin. Il nous semble que dans le futur, on devrait aller vers des camping-clubs encore plus puissants, plus structurés, etc. D'ailleurs, on voit que les grandes marques françaises rachètent des campings en Europe du Sud, Portugal, en Espagne, en Italie, mais dans d'autres pays également. On voit de plus en plus l'essor d'initiatives originales, dont la plus connue est Utopia. Utopia, c'est déjà quelque chose d'ancien maintenant, qui marche très bien, mais finalement, si vous regardez le site Utopia, je n'ai pas le chiffre exact à l'instant, mais c'est en gros entre 55 et 60 campings. Donc, ça compte, c'est important, et en même temps, ça reste quelque chose de relativement intimiste, disséminé dans la campagne française, si je le ramène aux 8000 campings de France. Et puis, vous avez un autre réseau qui est un réseau volontaire, qui s'appelle la Via Natura, qui est un réseau d'une vingtaine de campings très engagés dans la relation avec la nature. Bon, voilà, ce genre d'initiative va se développer très certainement. Mais il faut être vigilant parce que les tout petits campings en zone rurale risquent d'être un peu marginalisés, d'autant que dans beaucoup de collectivités, on assiste à des créations d'aires de camping-car communales, publiques. Et ça, c'est un phénomène qui est globalement strictement français, parce qu'en Europe, les camping-caristes vont dans les terrains de camping en très grande majorité. Et donc, il y a une espèce de concurrence là, qui est mise en place et qu'on ne voit pas dans d'autres pays d'Europe et qui mérite malgré tout qu'on en parle et qu'on mette ce débat sur la place publique. Il nous semble qu'il y a des places à prendre, des parts de marché à prendre pour des campings sur ce créneau-là. Troisième grand chapitre, les clientèles, elles nous paraissent bien identifiées. On trouve 4 types de clientèle, des clientèles traditionnelles de cette filière, donc des campeurs qui sont équipés de leur matériel, on l'a dit, des clientèles locatives de vacances, hein, donc qui ont abandonné la caravane ou la tente pour aller vers des hébergements locatifs, principalement des mobil-homes. On trouve également des clientèles dites loisirs qui louent un emplacement à l'année, en tout cas pour 6 mois, et qui sont
propriétaires de leur hébergement et moyennant quelques milliers d'euros, elles s'y rendent aux vacances ou en week-end. C'est un secteur qui est très vivace, qui est très demandé. Et puis, des clientèles complémentaires qui sont des clientèles de mobilité souvent professionnelle, qui peuvent utiliser les services locatifs d'un camping. Et nous, il nous semble que sur ce terrain-là, on va assister à un développement avec tout ce que l'on voit lié au confinement et le besoin d'être confiné peut-être dans des endroits plus spacieux ou en pleine nature. On a des campings qui ont accueilli des gens pour un mois, là, comme ça s'est vu dans la presse, hein. C'est tellement plus agréable de pouvoir et travailler à distance et en même temps être dans un univers spacieux avec des arbres, des oiseaux le matin, etc. Euh, Ça, ce sont les clientèles majoritairement de camping. Alors, ce que l'on voit sur le type d'hébergement privilégié en France, c'est que finalement, à la part des gens qui possèdent leur propre matériel, bah, pour le dire simplement, c'est 40% et 60% qui louent plutôt un hébergement sur place. Si je faisais le parallèle avec d'autres pays européens, nous serions probablement dans l'inverse, chez les Britanniques, chez les Néerlandais et chez les Allemands, en situation inversée, où on a une plus grande pratique du camping en étant propriétaire de son matériel. Sur les raisons qui font que l'on choisit un camping, bah, évidemment, le rapport qualité-prix, mais aussi la simplicité relationnelle et la connexion à la nature, et la liberté offerte par le fait de pouvoir changer d'endroit, de région facilement, de camping, dès lors qu'on a son matériel, sont des critères très, très avancés. Sur les camping-caristes, on a un secteur qui est en fort développement depuis des années, et particulièrement en 2020-2021, mode de vacances par excellence. On a son hébergement, on a sa mobilité, on a sa bulle, on est en distanciation sociale, on respecte les barrières dans son véhicule et on peut se mouvoir. Donc on a un fort marché là. On a un fort marché français, un fort marché européen. Mais ce que l'on voit sur cette image, vous le voyez bien sur la partie droite, c'est que 52% des clientèles étrangères vont dans les campings et seulement 25% des Français. Donc il semble que là, depuis 20 ans, il y a eu un désaccord entre les campings et les camping-caristes de France. Et c'est dommage parce que ce n'est pas du tout ce qui s'est vu ailleurs en Europe. Et aujourd'hui, de nombreux campings, notamment de zones rurales, auraient intérêt à pouvoir bénéficier de l'accueil de clientèle camping-cariste. Donc c'est un point d'intérêt, un point de discussion. Dans les tendances à venir, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour l'avenir? Des camping-clubs qui seront nombreux, présents, structurés, forts, puissants, qui se vendent très cher, très cher. Pendant des années, j'ai accompagné un grand camping de la Méditerranée. Il était en vente ces derniers temps. On parle de plusieurs dizaines de millions d'euros. Voilà. C'est extrêmement onéreux aujourd'hui. Deuxième grand thème qui se développe, et il nous semble qu'il y a une marge de manœuvre importante, des campings éco et nature qui renouent, revalorisent l'esprit originel du camping, qui s'engagent dans de vraies démarches environnementales, qui facilitent la connexion à la terre, à l'eau, à l'environnement de la part des clients. On a même une réflexion actuellement pour un territoire dans notre cabinet pour accompagner un groupe de camping pilotes vers une démarche de type RSE, responsabilité sociale, environnementale et RSO. Et donc, on teste des choses. On est en train de travailler à une grille pour prototyper quelque chose là-dessus. On sent qu'il y a de l'intérêt de la part du public et des campings également. On a un exemple là. C'est un camping assez grand qui est un camping situé sur le littoral du département des Landes et qui s'est vraiment engagé dans une démarche d'écolabellisation européenne
verte et qui en fait un axe fort de communication. C'est pas juste du greenwashing, c'est un vrai positionnement. Et avec des programmes de formation pour les équipes et avec une conscience de l'apport sur l'environnement local. Par exemple, ce camping, c'est qu'en été, il est l'un des plus gros employeurs de la commune. Et donc, il vise à créer des emplois saisonniers euh, le plus possible en puisant dans les forces locales, communales ou de la communauté de communes, parce qu'il a conscience de sa responsabilité sociale locale. On le voit ici sur des exemples de capture d'image du réseau La Via Natura. Non seulement les photos disent un certain nombre de choses, mais les arguments que l'on trouve, un jardin pour tous, des capteurs solaires pour le chauffage de l'eau chaude, etc. Bon, tout ça n'est pas vain. Tout ça n'est pas un ensemble d'éléments pour communiquer seulement. Tout ça correspond à une nature profonde de la part des gestionnaires de camping, mais de la part également d'une partie de la société qui l'attend. Alors, on a beaucoup parlé des hébergements insolites au cours des dernières années. Les médias s'en sont emparés énormément. C'est très beau en termes d'image. Ça se vend plutôt cher. 150, 200, 300, 400 euros la nuit. En général, c'est très bien perçu, très bien vécu. Ça ne fonde pas cependant la masse des équipements de camping aujourd'hui, mais ce n'est pas à négliger. Vous avez une capture d'écran ici qui s'appelle Domaine Ecotelia. C'est un nouveau camping qui a une dizaine d'années, créé en Gironde, et qui réunit de mémoire 25 à 30 emplacements avec des hébergements, vous voyez, disparates, très différents. Mais ça ne suffit pas. Pour fonctionner, il y a aussi tout un ensemble de services, notamment liés au bien-être, liés au massage, liés à l'eau, etc. Et ce camping, Domaine Ecotelia, démontre qu'on peut réinventer la pratique du camping avec des attentions, des conforts nouveaux. Il a trouvé son public. Autre manière de voir les choses, c'est l'étape. L'étape très simple, on parle beaucoup des véloroutes, Vélodyssée, etc. Eh bien, on a des gens qui conçoivent, fournissent des équipements pratiques pour l'étape en camping, avec des cabanes très simples qui se louent. Et évidemment, c'est très confortable et on accède aux sanitaires du camping et on peut pratiquer son loisir favori à bicyclette. Des campings avec des hébergements de type nomade, très stylés, très design également, qui se louent cher, sur des formats assez courts en durée, plutôt du week-end, pour des événements également, des réceptions, des mariages, etc. On a des réseaux également ou des campings qui, eux, ont pris conscience de l'importance du marché des camping-cars et qui décident de se positionner sur l'accueil de ces publics. Et donc, il y a un réseau, une marque Camping Car Park, où cette entreprise va prendre en charge soit des campings municipaux un peu obsolètes ou petits ou trop difficiles à gérer, soit des aires de service pour les gérer sous une marque et un format de gestion qui fait que ça devient tout de suite plus visible et plus intéressant pour tout le monde. Parce que les camping-caristes, ils circulent et ils cherchent des aires d'étape avec des prix qui sont prêts à payer entre 5 et 10 euros pour un service de nuit. On a d'autres tendances qui sont des tendances liées à des thématiques professionnelles. On l'a dit, c'est vrai que cette année passée et l'année présente nous amène à réfléchir sur la moindre étanchéité qu'il y avait entre temps de travail et temps de vacances. Euh, on voit un réseau de Camping Mauve qui s'adresse plutôt à des personnes qui sont en déplacement professionnel
et qui ont besoin de se loger. Et d'ailleurs, sur cette capture d'écran, vous voyez bien où trouver des lieux à l'honneur sur ce site web à l'instant, près de Paris, de Creil, de Chantilly, de Meaux, etc. Donc alors on a Béziers aussi, mais on voit que c'est pas très loin de villes où il y a de l'activité économique, industrielle, autour de l'Île-de-France, etc., où il y a des chantiers. Vous savez que ce marché est aussi très occupé classiquement dans cette grande Île-de-France par des gîtes de France qui sont loués souvent par des publics en situation de travail, de chantier. Eh bien, il y a des campings qui se positionnent sur ce créneau désormais. On a des exemples de camping détox où on vous impose de laisser votre smartphone à l'entrée pendant votre séjour. Il n'y a pas de Wi-Fi et vous allez pratiquer des activités de pleine nature, sportives, mais aussi d'introspection, de sophrologie, de yoga, de jeux, de séances collectives pour se reconstruire, se retrouver. Et cette dénomination digital détox, elle veut bien dire le message qu'elle porte. Alors, c'est assez intimiste, c'est pas très répandu, mais ça fait partie des tendances que nous avons observées. Je vous parlais tout à l'heure également de camping thématique ou liés à des cibles en particulier. Eh ben, on a un exemple ici d'une île en Finlande qui est exclusivement réservée à des dames. Ce sont des hébergements de plein air, mais très chers, qui se louent très très cher. Et donc, on voit éclore ce type de positionnement aussi thématique. De la même manière que on a des campings qui s'agrègent ensemble pour se dédier exclusivement aux campeurs équipés de leur propre matériel, comme à l'ancienne. D'ailleurs, vous voyez les utilisations de photos noir et blanc, où donc là, on dit clairement c'est peut-être pas la peine pour vous, si vous ne le souhaitez pas, que vous ayez des installations luxueuses, de loisirs, de confort, des locations très grandes. Venez simplement tel que vous êtes, avec votre tente, votre caravane, votre camping-car. On vous fournit un accueil, une réception, une espèce de guinguette pour se retrouver et se restaurer. Et c'est le camping à la mode ancienne. Il y a un public pour ça. Il y a un public français, il y a un public européen. Et c'est un peu une nouveauté. L'an dernier est sorti ce réseau d'un nouveau genre qui revient aux origines du camping. Puis on va terminer par quelque chose d'absolument étonnant. Ce fut un camping. Ça l'a longtemps été. Euh, Ça l'est probablement du point de vue du classement, du point de vue de l'aménagement, du point de vue du droit. Mais quand vous regardez les illustrations, les photos, c'est sur la Côte d'Azur. Quand vous regardez ces illustrations, vous êtes complètement ailleurs. D'abord, c'est très beau, c'est très joli, c'est très soigné, mais c'est un environnement qui détonne un petit peu. Et si vous regardez les tarifs, il s'agit de louer des bungalows en première ligne de Méditerranée, dans quelque chose qui a été un camping pendant des décennies. Et vous voyez que sur la période du 12 juillet au 19 juillet, pour 1 à 4 personnes, pour 22 à 30 mètres carrés, ou jusqu'à 6 personnes, nous sommes aux environs de 3 500 à 4 000 euros la semaine. Alors que la location d'un mobil-home en France classique pour une semaine, ça va passer, selon les territoires, de 800 à 1 500 euros. Alors, on va trouver moins cher, on trouvera plus cher, mais bon, c'est pour vous donner un ordre de prix. Et que la location d'un emplacement nu, classiquement, là aussi, on va trouver des emplacements à 12 euros, à 15 euros, on va dire, et puis on va en trouver à 50, 60 euros. Bon, très bien. Mais ça vous donne un peu la variété et l'évolution de ce que nous avons nommé, c'est pas nous qui l'avons nommé comme ça, mais j'ai démarré par ça sur le titre de mon intervention, l'hôtellerie de plein air. Alors, je ne vous ai pas parlé de votre territoire, on va en parler un tout petit peu, mais pour cause, je ne suis pas venu, mais j'ai été un peu informé de votre situation. Donc, on a essayé de regarder un petit peu quelques éléments à disposition que nous avions pour essayer de faire des rapprochements. Alors, déjà,
une information nationale en 2019, donc seule année de référence, hein, dernière année des références, à peu près plus 3% de nuitées dans les campings en France en 2019. Bon. Quand on voit le plus 3,7% pour les résidents, ça veut dire les Français, plus 1,1% non-résidents égale étrangers. Les emplacements équipés, donc avec des tentes en location, principalement des mobil-homes ou des chalets, ont un taux d'occupation, taux d'occupation, qui a cru de 7% cette année-là. Donc on voit qu'un emplacement équipé d'un hébergement a un taux d'occupation supérieur à la tendance générale. On voit que 55% des nuitées en camping cette année-là se sont déroulées sur des emplacements équipés. Je vous ai mis le parallèle en 2011, donc quelques années, enfin 8 ans plus tôt, c'était 44%. Donc, ça signifie qu'en 10 ans, on est passé au-delà des 50% des nuitées réalisées sur des emplacements équipés de location. Ça ne veut pas dire qu'il faut installer partout des mobil-homes, certainement pas. Mais ça signifie malgré tout que la performance économique se juge aussi à cette capacité à avoir cette proposition. Quand on regarde la fréquentation, elle a été plutôt le fait en 2019 des Français, puisqu'on a eu une baisse chez les Néerlandais, une baisse chez les Britanniques, forte. À l'inverse, on a repris des parts de marché chez les Belges, chez les Néerlandais. Tout ça est issu de l'INSEE, c'est tout à fait sérieux, et vous avez une capture d'écran qui vous dit à peu près ces éléments-là. Bon, ça c'est le contexte national en 2019. Au niveau local, j'ai repris quelques éléments dont nous disposions, hein, donc c'est imparfait, mais considérez-les juste comme une photographie pour nourrir la discussion. Quelques éléments statistiques où on voit que sur la vallée du Loir, on a finalement on a une progression de l'activité et puis peut-être un décrochage sur les clientèles étrangères, la clientèle française étant plus importante finalement au cours de la deuxième partie de la décennie qui vient de s'écouler. Sur vos deux territoires qui participent à cet atelier aujourd'hui, Vallée du Loir et Vallée de la Sarthe, j'ai repris quelques éléments qui m'ont été fournis par les équipes des offices de tourisme. Bon, en gros, 19 campings, 20 campings, résumons ainsi, avec un équilibre dans les classements. 2 fois plus d'emplacements en Vallée du Loir que dans la Vallée de la Sarthe. On voit que les campings de la Vallée du Loir sont un peu plus grands, à 87 emplacements en moyenne, que ceux de la Vallée de la Sarthe, mais en même temps, dans les deux territoires touristiques, on est très en dessous de la moyenne nationale à 112 emplacements. Donc ça signifie que nous avons en moyenne des campings plus petits, avec aussi potentiellement moins de ressources. Si on regarde les nuitées, on voit qu'il y a un écart qui est significatif. Autant j'ai à peu près la moitié des emplacements entre la vallée de la Sarthe et la vallée du Loir, autant je me retrouve au tiers de nuitées dans les campings de la vallée de la Sarthe par rapport à ceux de la vallée du Loir, puisqu'on est dans un ratio de 36 000 nuitées dans les campings de la vallée de la Sarthe pour 99 000 dans ceux de la vallée du Loir. Donc là, il y a une interrogation sur la performance des nuitées, mais au-delà de cette mesure de chiffres post-activité, il convient de s'intéresser aussi aux moyens, aux ressources à disposition dans les campings. Donc, si je résumais cette situation de l'offre et de la demande sur les deux territoires composites qui nous occupent aujourd'hui, on voit qu'il y a une offre de camping, il y a un maillage. Tout le monde peut trouver chaussures à son pied, puisque j'ai aussi bien du 1 étoile que du 2, 3, 4, 5. Donc, je n'ai pas de problème de qualité a priori, de segmentation. Pour avoir regardé la composition des campings, je sais que nous avons quelques grands campings, mais on en a aussi beaucoup qui sont petits, et ça explique peut-être ces difficultés structurelles.
Sur l'évolution des clientèles françaises, là c'est une stat de la vallée du Loir, on voit qu'on a un fort repli sur la clientèle régionale. Donc il faudra en discuter pour voir s'il y a des phénomènes particuliers, soit liés à la météo, soit liés à la promotion, soit liés aussi à l'évolution de l'offre l'hôtellerie de plein air dans la région, ce qui est aussi possible et qui fait que la clientèle est happée par d'autres, ou des événements qui feraient que la clientèle serait happée par d'autres composantes touristiques territoriales. Et puis sur les nuitées étrangères, bah, les marchés étrangers sont en baisse et ça ne va pas s'améliorer immédiatement, hein. On a bien conscience qu'avec la pandémie, il va falloir compter sur nos ressources cette année, c'est certain, peut-être encore l'an prochain, on ne sait pas, mais en tout cas cette année, nos ressources nationales et de voisinage. Sur la vallée du Loir, on a ici une répartition des emplacements, du nombre de locatifs, des nuitées, et on voit évidemment la ventilation. On constate quand même un écart entre les emplacements nus et les locations. Il y a une composition structurelle ici qui n'est pas en harmonie avec ce qu'on trouve à l'échelle nationale. Donc ça peut aussi expliquer des difficultés d'élargissement de saison ou de développement des activités. En conclusion, vos campings me paraissent dans l'ensemble évidemment, moins armés pour profiter de l'engouement des publics pour l'hôtellerie de plein air locative aujourd'hui. Leurs performances sont moindres, mais il me semble que leurs capacités d'investissement le sont aussi. Donc une des réponses serait de travailler à fond sur des positionnements engageants, impliquants, qui ne passeraient pas forcément par des logiques d'investissement hyper lourdes, de type club de vacances, mais par des affirmations qui correspondraient aux nouvelles attentes de la clientèle. Et on a vu un certain début de segmentation et qui me semble aussi pouvoir correspondre aux attentes des néo-campeurs, ces citoyens, ces urbains qui aujourd'hui rêvent de se retrouver dans une nature généreuse où finalement on a des prestations un peu intimistes, mais très conviviales, très chaleureuses et qui nous permettent de nous connecter à la nature et de se ressourcer. Ça signifie que, de mon point de vue, on n'est pas obligé de raisonner systématiquement en copie des clubs de vacances existants par ailleurs, parce que les éléments pour essayer de les rattraper sont tellement importants qu'on risque de s'engager dans une course sans fin. En revanche, il y a des places à prendre et quand on voit la Via Natura, quand on voit Utopia, quand on voit des positionnements comme le domaine Ecotelia que je vous ai présenté rapidement, il me semble qu'il y a des possibilités assez rassurantes. Voilà, j'en ai terminé. J'ai peut-être été un peu long. Je départage mon écran. Je vous remercie de votre écoute et je suis évidemment à disposition pour échanger. Oui, donc bonjour Nicolas Chauvin. J'aurais une question, une remarque et une question. Là, on vient de passer notre audit 4 étoiles là, donc sur le camping de la Flèche. L'audit a été un peu compliqué, hein. On a craint un moment de perdre la 4e étoile. Et on voit bien, alors je ne connais pas bien tous les critères, hein, mais on voit bien qu'il y a un certain nombre de critères qui nous sont imposés, qui sont des critères obligatoires pour pouvoir garder ce classement-là, et que dans ces critères obligatoires, eh bien, il y a vraiment une demande de plus en plus de services à l'intérieur du camping, donc d'aller un peu vers une tendance finalement, toute proportion gardée, un peu de camping-club. Et donc, ça appelle deux remarques. D'abord, c'est ce que vous avez dit en termes d'investissement, c'est assez colossal et ce n'est pas forcément notre optique pour un camping qui est un camping municipal.
Et deuxième élément, évidemment, l'objectif d'un camping municipal, c'est plutôt d'attirer des touristes dans la ville et dans le centre-ville et de faire fonctionner le commerce local, comme tout le monde. Et donc là aussi, on se trouve un peu en contradiction avec cet objectif-là, à tel point qu'on finit par se demander, et moi je me pose vraiment la question à titre personnel, s'il est souhaitable de vouloir conserver cette quatrième étoile ou pas. Alors, ma question, c'était un peu ça. Comment est-ce qu'on peut concilier à la fois une qualité qui est quand même de plus en plus recherchée, on le sent bien, et en même temps une ouverture sur la ville et sur le commerce local. Est-ce que finalement, dans la grille de critères qui est posée nationalement pour les classements, est-ce que finalement, il n'y aurait pas quelque chose à revoir à ce niveau-là si on veut maintenir un peu les campings ruraux et l'ouverture sur la vie locale, quoi. Probablement, je dois vous dire que vous n'êtes pas du tout le seul à vous poser cette question. J'entends cette question depuis quelques années déjà, et vous avez des confrères à vous qui ont fait ce choix de rester plutôt dans une catégorie de classement inférieur, tout en élevant le niveau de leurs prestations, de leurs services, parce que effectivement la grille suppose des investissements importants, mais ne garantit pas forcément. Alors, c'est un peu faux ce que je dis, puisque je vous ai démontré que plus on était classé, plus on avait des taux d'occupation élevés. C'est vrai, mais c'est aussi faussé par le poids de l'hôtellerie plein air 5 étoiles, qui évidemment écrase un peu tout avec ses grands campings, ses nombreuses nuitées, etc. Mais votre remarque est très, très partagée aujourd'hui, et c'est d'ailleurs, je crois, une préoccupation de la part de votre fédération professionnelle, que de se demander comment d'œuvrer pour essayer de trouver des voies médianes pour des campings plus petits, garantissant des services, une bonne ambiance, sans avoir à s'engager dans une course à l'échalote qui est ingérable, qui est très clairement ingérable. Alors, je n'ai pas la réponse technique à vous faire à l'instant, on est bien d'accord, hein, mais votre sujet, il est très, très partagé. Euh, je vais prendre un exemple. Il y a quelques années, nous avions été consultés par un camping qui voulait absolument passer 4 étoiles et qui voulait s'engager dans des investissements lourds. Et il rêvait notamment de faire un parc aquatique, ce qui n'était pas demandé, mais c'était son choix. Donc, je dirais le nom de ce camping, mais on a fait une étude, on l'a accompagné, on lui a dit, écoute, franchement, tu as des marges de progression importantes en 3 étoiles. Faisons en sorte que dans les 2-3 années qui viennent, tu augmentes très fortement ta performance par la qualité, la variété de tes services, par l'amplitude de fonctionnement, par l'augmentation du taux d'occupation, par une segmentation de clientèle, par quelques nouveaux hébergements locatifs qui correspondraient bien à cette nouvelle segmentation de clientèle. Faisons en sorte de gagner un plus 10 ou un plus 15% par an. Et dans 3-4 ans, tu seras tout à fait à temps, ayant consolidé ton affaire, d'engager les investissements qui permettront. C'est ce qu'il a fait. Il est passé 4 étoiles aujourd'hui, mais je rediscutais avec lui il y a 1 an ou 2, il y a 2 ans. Et il disait, ce n'est pas la peine de vouloir aller sur la 5 étoiles. Je suis très bien là où je suis. Donc il y a du public pour chaque type de classement, et considérer également que la clientèle étrangère, certes, elle a envie d'un niveau d'étoile important si elle veut passer des vacances un peu conventionnelles, un peu classiques, parce qu'elle a des enfants, des adolescents, et qu'il lui faut les clubs enfants, qu'il lui faut la piscine, etc. Si en revanche, c'est une clientèle plutôt d'étape, de tranquillité, et qui vise à sillonner l'environnement, les châteaux de la Loire, enfin des choses diverses et variées, vous avez des vignobles pas très loin, etc. Un bon 2 ou 3 étoiles suffit largement. Voilà. Donc ne soyons pas timorés sur cette analyse-là. Enfin, moi, c'est difficile de faire une recommandation. Je ne fais pas une recommandation individuelle, on est d'accord, hein, mais je vous donne le fond de ma pensée.
D'autres questions, remarques, avis Est-ce que vous vous retrouvez dans cette présentation? Peut-être une réaction concernant, et alors si je peux parler pour l'ensemble de la ville de la Sarthe, votre réflexion sur la clientèle camping-cariste, elle m'interpelle vraiment parce que, alors en plus, c'est une clientèle qui est très consommatrice des services d'office de tourisme. Donc nous, on la rencontre et on échange beaucoup avec cette clientèle-là. C'est une clientèle qui, à tort, on considère qu'en fait, elle ne veut pas payer. Or, nous, les camping-caristes que l'on voit, que l'on rencontre, avec qui on échange, sont prêts à payer dès lors que le service en face correspond au prix pour la sécurité, pour la tranquillité, pour le calme. Et c'est vrai que nous avons chez nous en Vallée de la Sarthe, alors on n'a pas de structure d'accueil camping-cariste type camping-car park ou autre. Cette réflexion n'a pas encore été menée sur notre territoire. Mais voilà, il y a quelques frémissements. Je pressens chez certains élus quelques envies, alors qu'ils sont déjà dotés par ailleurs de camping. Et ça, c'est une vraie question. Des campings qui, en plus, cherchent encore leur clientèle. Et c'est vrai que voilà, c'est une vraie question. Enfin, en tout cas, je sais que nous, à l'échelle de la Vallée de la Sarthe, on va essayer d'être un petit peu plus vigilants. Et ce que vous dites là me conforte dans cette idée que, effectivement, peut-être que d'aller créer des structures ailleurs sur la commune ou dans un environnement très proche d'un camping, finalement, on va se créer une concurrence qui n'est absolument pas nécessaire quand on sait aussi la difficulté qu'ont certains campings à remplir. Et ça, c'est vrai que, bon, on avait des doutes, mais votre intervention me conforte. Alors, je ne sais pas si ça appelle à des commentaires chez certains des campings de la Vallée de la Sarthe, ou d'autres d'ailleurs, de la Vallée du Loir. Mais en tout cas, c'est une clientèle qui est là, c'est sûr. Elle était encore plus présente la saison dernière. Et là, sur les prémices du printemps, on les a vus revenir. Nos camping-caristes, c'était flagrant, quoi. C'est vraiment les premiers qu'on a vu revenir là, dès les beaux jours. Donc, c'est vrai que là, je pense qu'on a vraiment quelque chose à faire avec ces clientèles-là. Oui, des avis sur le sujet? Moi, j'en aurais, moi. On a beaucoup analysé ça avec ma compagne. Donc, on est, nous, les nouveaux gérants du camping Le Vieux-Moulin. Alors, on dit bonjour à tout le monde. Salut. On est, nous, d'anciens nomades. On vous avait parlé du digital nomadisme tout à l'heure. On a parcouru l'Europe, on travaillait, on a fait notre petite agence de communication en parallèle, qu'on a toujours d'ailleurs. Pour l'idée du camping du camping-car park, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé parce que les mairies, les municipalités, notamment dans les endroits préservés et protégés, en ont eu un petit ras-le-bol, on va dire, des parkings pris d'assaut par les camping-cars. Et le camping-cariste ne voulait pas forcément payer sa nuitée 35 € pour une simple nuit, accès à l'eau, accès aux bornes de vidange et à l'électricité. Du coup, toutes ces choses se sont mises en place en réduisant les coûts, en essayant d'accueillir ces camping-caristes, ce qui au final est un bien pour un mal parce que aujourd'hui, les campings n'en bénéficient pas directement. Nous, sur le camping du Vieux-Moulin, on va mettre en place, alors c'est lié l'utile à l'agréable sur notre site, mais on va mettre en place une technique qui est très démocratisée en Belgique et aux Pays-Bas, qui s'appelle le Sleep and Go et qui permet en fait à un camping-cariste d'arriver après 19 h, de repartir avant 9 h. C'est vraiment une nuit ponctuelle, sans service, donc pas de piscine, ne lui permet de ne pas lui bénéficier en fait de ce qui coûte cher aujourd'hui sur les services d'un camping, de payer sa simple nuitée, d'assurer un taux de remplissage à moindre coût et de le laisser repartir le lendemain matin très simplement. Et en fait, nous, on a mis ça en place parce qu'on a des emplacements aujourd'hui qu'on ne peut pas réhabiliter, où il y avait des dalles en béton qui sont vraiment pas très charmantes par rapport à nos emplacements au bord de Loire. Et en fait, on allait l'utile à l'agréable en proposant cette formule-là qui concurrence directement les camping-car park. C'est-à-dire qu'on s'est mis à des nuitées à 9 € hors saison, 11 € en pleine saison. Bien sûr, il y a une étude de marché complète derrière sur le secteur. Aujourd'hui, quand on a la carte camping-car park, on peut se permettre, on va dire, d'avoir accès pour 12 € avec électricité. Donc, on concurrence directement
ce type d'établissement, en espérant ramener du monde sur la charte et que ces gens qui puissent éventuellement partir au restaurant, partir faire une petite course au centre-ville pour en faire bénéficier directement le commerce local. Voilà. Oui, j'ai vu ça plusieurs fois. Récemment, on intervenait sur un territoire en Provence où je crois que d'ailleurs elle est présidente du syndicat de l'HPA de son département, la gestionnaire d'un camping, aménageait une dizaine d'emplacements pour camping-car strictement à l'entrée de son camping pour effectivement des arrivées tardives, dodo et croissant le matin éventuellement et départ. Voilà. Et à un prix très, très accessible. Tout à fait, oui, oui. Et vous avez raison, la réflexion a été, on a partagé la réflexion avec des élus locaux, président de l'office de tourisme, enfin non, il n'y a pas d'office de tourisme dans ce territoire, mais enfin président de la communauté de communes, etc., en disant, vous avez des velléités de création d'aires de camping-car, pourquoi pas dans des endroits où il y a saturation, mais regardez l'initiative locale également. Et là, on avait un bon exemple de réponse de la part du camping privé local. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est assez étonnant. Les campings français et les camping-caristes français se sont ratés. Voilà. Se sont ratés dans le passé. Il faut essayer de rattraper le coup. C'est une curiosité européenne. Je vais rajouter un petit commentaire par rapport à ça. Benoît Leclément, Sarthe Tourisme. Effectivement, nous avons aujourd'hui sur le département environ 10 aires camping-car park, avec des réalités différentes, comme cela a été évoqué, notamment parce qu'on avait du stationnement un peu anarchique sur des endroits où il y avait une pression liée au stationnement. Donc là, ça a justifié ce type d'aire au regard de l'affluence. Et puis, on a ailleurs des créations d'aires avec cet opérateur sur des campings qui étaient fermés, plutôt des campings une étoile, des anciens campings dont la collectivité n'avait plus de vocation. Et on a vu évoluer ces campings vers des aires d'accueil camping-car park. Donc, ça a permis de requalifier certains campings qui n'étaient plus du tout en activité, qui n'avaient pas la possibilité de renouer avec une clientèle touristique. Moi, j'ai juste aussi un commentaire par rapport à ce qui a été dit. Je remercie les organisateurs, c'était très intéressant. Et puis, M. Perrois, par rapport à la qualité de sa prestation. On retrouve effectivement ces tendances au niveau départemental, à la fois l'émergence de chaînes et d'opérateurs, puisqu'on a des chaînes volontaires comme Welcome Camping, on a Utopia, on a Seasonova, Onlycamp, des Castels. Donc on a un panorama, on voit une évolution de l'offre effectivement avec l'arrivée de chaînes volontaires ou de chaînes intégrées, et une diminution du nombre de campings globalement en Sarthe. C'est structurel en milieu rural depuis quand même une quinzaine d'années, avec une montée en gamme et puis un nombre d'emplacements qui croît au sein des campings. On avait une dizaine de campings une étoile, on n'en a plus que 3 aujourd'hui, par exemple. Donc, on a une évolution structurelle de l'offre. On constate une évolution, par contre, des clientèles internationales plutôt à la hausse ces dernières années, notamment britanniques, avec un retour des Néerlandais, qui étaient autrefois la première clientèle étrangère et qui a été dépassé il y a à peu près 5 ans par les clientèles britanniques. Et on voit revenir des clientèles allemandes. Alors, effectivement, demain, on s'interroge sur les clientèles étrangères et notamment la clientèle du Royaume-Uni. Mais on voit aussi une clientèle française en hausse, notamment due à certains positionnements de nos opérateurs de camping, très nature, comme vous l'avez dit, mais aussi des campings avec un positionnement lié à l'itinérance douce, lié à une proximité de loisirs et des loisirs intégrés, sans forcément aller vers des notions de camping-club. D'ailleurs, on n'a pas ce type d'offre. Elle est liée aussi à une évolution du locatif. Alors, tout le monde ne peut pas être un camping avec un positionnement nature. Ça dépend effectivement de l'environnement intrinsèque, des qualités de l'environnement que l'on a. On voit ce type d'offre, notamment, alors peut-être sur la partie où on a le plus de forêts domaniales ou des plans d'eau. Je pense autour de Ciel-Guillaume, où on a une Utopia, un Seasonova. Donc là, on a des campings effectivement très nature. Mais il faut travailler effectivement sur ce positionnement. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui. Que l'on fait avec une communauté de communes. On est en train d'expérimenter à l'échelle d'une communauté de communes ces 5 campings. Quels sont les positionnements que les uns et les autres pourraient avoir en sortant aussi d'une logique concurrentielle, parce qu'à l'échelle d'un territoire, on va aussi se concurrencer. On va tous vouloir investir dans un certain nombre de locatifs, accueillir une clientèle familiale. Mais peut-être qu'il y a des distinctions à trouver entre une clientèle qui serait plutôt attirée par un équipement très nature, une pratique de loisirs liée à l'itinérance douce, à la pêche ou autre,
une clientèle plus famille parce qu'on a des services intégrés, on a une piscine aqualudique à proximité ou aux portes du camping, on a un niveau de service de jeu qui est quand même assez important. Donc, il y a certainement des équilibres aussi à trouver au sein des territoires par rapport à une offre qu'il faut accompagner. Et puis, ce que l'on voit aussi arriver, c'est effectivement ce tourisme à l'année avec des clientèles d'affaires. Vous l'avez souligné. Donc, il y a telles d'affaires qui viennent chercher un cadre. Alors, ça s'est accentué effectivement dans ce contexte. Des clientèles d'affaires aussi à l'année et des campings qui évoluent et qui ouvrent aujourd'hui, notamment ayant du locatif, de manière beaucoup plus large sur les ailes de saison et voire même à l'année. Donc, c'est vrai qu'il y a des évolutions structurelles assez fortes, certainement des positionnements à trouver, des investissements à accompagner. Tout le monde ne peut pas forcément investir dans du locatif, dans de l'insolite. On a aussi des PRL qui sont totalement aujourd'hui sur de l'insolite. Je pense aux insolites de JSK, qui est aujourd'hui un camping avec une quinzaine d'équipements insolites. Voilà, c'est des équilibres à trouver et je pense que c'est intéressant de travailler dans ce sens-là avec l'ensemble des territoires et des opérateurs. Bonjour. Allez-y, madame. Oui. On vous entend. Oui, je suis Marie-Pierre Balisson, de la commune de Jupille. Je suis une élue et donc je suis en charge du tourisme. Nous n'avons pas de camping municipal. Nous avons par contre, je confirme, un problème de camping-car qui arrive régulièrement tous les ans et qui utilise en fait les deux postes de stationnement où il y a de l'eau dans la commune, c'est-à-dire la salle des fêtes où il y a des toilettes publiques et le cimetière où il y a un robinet d'eau. Donc, c'est vrai que le parking du cimetière. Donc, on cherche des solutions pour accueillir mieux ces touristes. Nous n'avons pas de terrain à disposition pour créer soit un camping-car parc ou même un camping pour l'instant. Donc, on est situé, Jupille, c'est au cœur de la forêt de Bercé, donc on répondrait tout à fait à la recherche de camping thématique et de nature, calme, sérénité, enfin voilà, et aussi tourisme d'étape, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des randos vélo, randos à pied, qui traversent la forêt, et donc on a vraiment un cadre parfait pour ça. Mais bon, on ne sait pas trop par quel bout prendre le problème. Voilà, donc ça serait bien si on pouvait avoir des conseils, des aides qui puissent nous aider à gérer et ce problème de camping-car et ce problème d'accueil de touristes de passage qui est vraiment, ils sont vraiment les bienvenus pour faire vivre notre village et les commerces de proximité que nous avons. Nous avons une épicerie, nous avons un café, nous avons voilà, une boulangerie donc, et un marché le dimanche qui est très, très bien. Voilà, je vous remercie. Merci à vous. C'est vrai que sur les applications dédiées aux camping-caristes, il y a beaucoup de propositions d'accueil et beaucoup de recherches également. Parfois, on a des points tout à fait sommaires. On trouve également des offres chez des agriculteurs, des viticulteurs également. Donc oui, il y a des solutions ou des solutions de bornes j'allais dire industriels, qui ont été conçus pour un usage dédié et qui occupent un espace très réduit. Mais effectivement, il y a des solutions à disposition. Oui, j'avais une petite question au sujet de la destination Vallée du Loir. J'ai bien noté que l'avenir portait surtout sur la quête des grands espaces, sur la quête de confort accru. En Vallée du Loir, on a cette offre-là, des grands espaces, de services développés. Comment faire à l'échelle d'une destination pour ne pas chasser tous le même lièvre en même temps et le même lièvre et en se démarquant tout en faisant partie de la même famille de la destination Vallée du Loir dans l'hôtellerie de plein air. Comment, selon vous, on pourrait se démarquer pour travailler la clientèle française mais étrangère ensemble? Alors là, j'ai presque envie de dire, j'espère que la question est dédiée à tout le monde, parce que je n'ai pas forcément la réponse à l'instant. Non, je ne sais pas. C'est vrai que ce travail de segmentation me paraît important.
Si vous préférez, pendant des années, on a eu une offre de camping qui était assez approchante sur le principe du camping et simplement différente sur la catégorisation, le classement et les tarifs. Mais dans l'ensemble, les campings avaient à peu près les mêmes organisations. Et puis, sont arrivées ces deux voies que j'ai indiquées, des camping-clubs. On voit bien qu'ils servent une cause de clients qui cherchent à passer des vacances là, à cet endroit. Et puis, des campings qui, certes, accueillent des vacanciers, mais peut-être plus en prise ou en demande d'ouverture sur l'environnement, sur l'itinérance, sur la découverte, sur la pratique d'activités culturelles de pleine nature, etc. Bon. Mais ça s'est fait par l'évolution du marché et l'évolution de ces entreprises. Peut-être qu'il faut s'interroger désormais sur la possibilité d'envisager, alors ça va être un mot un peu creux, mais un schéma de développement du plein air. Enfin, c'est juste du mot technique, mais qui consisterait à relier sur une carte les offres, les demandes, et puis aussi de connecter ça aux tendances et non couvertes et de déterminer s'il y a des capacités d'évolution plutôt vers telle ou telle direction, tel ou tel segment à tel endroit ou à tel autre. Mais c'est un peu vide ce que je dis parce que c'est propre à chaque territoire naturellement. Mais c'est vrai que nous sommes entrés dans une nouvelle étape pour l'hôtellerie de plein air. Elle devient de plus en plus segmentée. Et c'est vrai qu'il me semble qu'il y a des réponses aujourd'hui beaucoup plus fines, beaucoup plus précises et ajustées que dans le passé, il me semble. Oui. Merci. Ah, je vois. Oui, bonjour, je suis Madame Trottin. Madame Trottin, le maire de Marsan. J'ai entendu la dame de Jupy qui s'occupe du tourisme. Alors, donc, nous, sur Marsan, on a un camping qui reçoit des camping-cars. Donc, si elle a des problèmes de stationnement pour ces camping-cars, elle peut les envoyer au camping de Marsan. On n'est pas très loin. Voilà. Merci beaucoup, Madame Trottin. De rien. D'autres questions? Claire, je propose si tu m'entends, Claire, je propose qu'on laisse la parole à Monsieur Zalesny qui peut peut-être synthétiser, non pas conclure parce qu'on a autre chose à proposer derrière, mais peut-être synthétiser rapidement ce que lui, en tant que président d'Office de tourisme, il retient peut-être de ses interventions, puis des réactions qui ont lieu par la suite. Monsieur Zalesny, vous m'entendez? Oui, Pascaline, je vous entends. Très bien. Bien, tout d'abord, merci à M. François Perrois pour cette intervention, et puis à nos équipes des offices de tourisme Val-de-Loire et donc de la vallée de la Sarthe pour cette initiative qui était attendue dans ce secteur. Alors, une année 2020, vous l'avez dit, sur fond de pandémie, mais néanmoins, vous l'avez dit aussi, l'hôtellerie de plein air se porte bien, mais vit une mutation, donc un volume de 100 millions de nuitées qui passe à 125 millions de nuitées en saison. Et vous nous avez donné quelques orientations pour nos territoires avec ce cercle vertueux, l'accessibilité du site au plus grand nombre, la préservation de la biodiversité, et puis surtout une ouverture sur la vie locale et la nature. Donc un mode de vacances écologiques, des vacances à prix raisonnables. Et donc cette photographie que vous avez pu nous donner de nos territoires pour nos prestataires, eh bien, ça nous permet de coller à la réalité, d'essayer de coller à la réalité, d'envisager les investissements futurs, parce que nous savons, vous l'avez d'ailleurs dans les questions qui ont été posées, tout le monde est attaché à son outil de travail. Alors moi, ce que j'ai retenu, oui, c'est qu'il ne fallait pas lutter avec les grands groupes, qu'il fallait voir un petit peu et diversifier notre prestation sur notre territoire. Et puis derrière, il y a une suite, puisque Claire Jousse va aborder le sujet après. Les prestataires vont pouvoir poursuivre cette réflexion avec la deuxième étape, des mini-audits au sein des campings qui permettront à chacun de recevoir l'expert sur leur terrain
en avril et en mai avec des conseils personnalisés sur les opportunités de développement et potentiel de chacun. Et ça me semble important. Je sais que l'initiative avait été intéressante pour tout le monde. Et donc, écoutez, pour moi, je trouve que c'était particulièrement intéressant et d'avoir cette carte, cette photographie à l'instant. Merci à tous et je passe donc la parole, le soin à Claire Jousse d'expliquer la suite. Merci, monsieur. Alors, effectivement, comme vous le souhaitez, on souhaite vraiment vous accompagner dans vos projets de développement, vous soutenir. Et donc voilà, c'est pour ça que dans une phase 1, dans une première étape, cet échange avec Monsieur Perroy, c'est les prémices d'une suite. Et donc, on voudrait vous proposer dans une phase 2 que vous soyez accompagné, bien sûr, à votre demande, accompagné pour mettre en place des mini-audits personnalisés. Bien sûr, Monsieur Perroy serait à votre disposition pour ça. Donc, Monsieur Perroy pourra développer une manière de mettre en place ces mini-audits, mais on pense qu'ils peuvent être mis en place assez rapidement, même si c'est la période d'ouverture en ce moment des campings. Ceux qui le souhaitent, vous pouvez ne pas perdre de temps et nous, on est prêt à vous accompagner là-dessus. S'il y a une véritable dynamique, nous, on est prêt à aller rechercher des financements auprès du département, de la région, vous accompagner dans ce sens-là pour vraiment accompagner cette dynamique. Il y aurait des restitutions écrites, des restitutions orales. Monsieur Perroy va le dire, mais il y aurait des visites de vos campings sur une demi-journée avec donc gestionnaire, élu, comme vous le souhaitez, des entretiens. Alors, des documents sûrement en amont seraient étudiés. Et puis ensuite, un travail ensemble pour pouvoir proposer des pistes de travail, une stratégie. Et puis, bien sûr, ça reste un mini-audit, donc un accompagnement sur mesure avec un audit complet pourrait également être proposé en étape 3 pour vraiment pousser. Des recommandations seront proposées. Donc, quelles recommandations mises en place à court, moyen et long terme. Voilà, avoir vraiment une stratégie de développement beaucoup plus poussée, ficelée, pour vous aider à savoir où est-ce que vous pouvez aller. Monsieur Perroy, je vous laisse développer si vous souhaitez sur ces 2 étapes. Bon, je crois, Claire, que vous avez tout dit. L'idée, c'est selon votre besoin, de pouvoir vous rendre visite, de faire une visite du camping commentée par vous, de passer du temps en entretien technique, on vous questionne, etc., de nous laisser refaire une visite tout seul dans notre coin, sur la base d'une demi-journée sur site. Et après, nous, on a une journée de travail à notre bureau. Vous voyez, c'est quelque chose de très resserré. C'est un rapport pour avancer. C'est un rapport pour avancer, pour vous permettre d'optimiser les voies les plus adaptées, voire d'en découvrir de nouvelles, mais toujours dans un souci d'efficacité et de bénéfice le plus rapide possible. Tout ça devrait pouvoir se faire en essayant de lier les rendez-vous, au moins 2 ou 3. Nous sommes localisés à Bordeaux, donc on viendrait chez vous, mais en conjuguant un agenda qui ferait que sur 3 jours, par exemple, on pourrait voir plusieurs campings. Puis après, on pourra revenir d'autres fois, etc. Voilà, de manière à optimiser. Tout ça fait l'objet d'un travail de production d'une fiche de recommandation que nous vous commentons en direct. Alors en direct, ça veut dire que c'est par téléphone ou en visio, on ne va pas revenir. Mais on passe un temps ensemble pour échanger, pour se frotter sur le sujet, pour l'explorer peut-être un peu différemment après cet entretien.
Et il nous semble que derrière, il y a un travail collectif. Une fois que ces séquences ont été faites avec des campings de manière individuelle, il me semble nécessaire de concevoir une démarche collective avec l'ensemble des campings parties prenantes de cette démarche et puis les organisations touristiques pour faire en sorte de bâtir un programme d'émulation, de développement collectif à 3 ans, à 5 ans, enfin j'en sais rien, à quelques années, histoire que les efforts des uns soient aussi portés par les efforts des autres et par les efforts communs pour essayer d'affirmer une évolution de vos offres, de vos services, de vos positionnements et une meilleure reconnaissance de la part des clientèles. Voilà à peu près. C'est une démarche souple, qui est légère, hein, quand on dit qu'on a 1 jour et demi par camping. C'est parce qu'on pense qu'on voit assez rapidement et on peut déterminer assez rapidement les 2 ou 3 leviers d'action à mettre en place rapidement et puis les 2 ou 3 autres leviers à moyen terme. Voilà à peu près le schéma. Merci. Alors, c'est vrai qu'on va vous parler à réfléchir pour pouvoir travailler dessus rapidement, hein. Alors, travailler sur ce mini-audit, comme on vous le disait, ça peut débuter rapidement si vous le souhaitez, pour que cette saison 2021, voilà, on puisse commencer à travailler maintenant. Il n'y a pas de souci. Nous, on va s'organiser pour que ça puisse être possible dès cette année, ne pas attendre l'année 2022. Donc voilà, on vous invite à nous faire un retour dès que vous le pouvez sur votre intérêt. Et alors le coût, j'ai des questions sur le coût. Alors un midi audit, Monsieur Perrois va me confirmer, mais ça serait à partir de 1 800 €. C'est bien Vous ça. prenez au piège parce que j'ai pas regardé à l'instant, mais si vous le dites, c'est que ça doit être ça. Alors, je m'engage pas sur l'audit complet. Non, je me Je m'engage suis... pas. Voilà, j'avais bien noté autour des 1 800, à partir des 1 800 € pour le Très bien, mini-audit. très bien, très L'audit bien, très bien. complet, voilà, ça c'est vraiment comme vous disiez, c'est du sur-mesure. Donc là, on peut pas pour le moment s'engager là-dessus. Madame Trottin, vous vouliez intervenir? Oui, vous pouvez remettre Non, votre mais micro. c'était justement ma question, le coût de l'audit. Voilà. Ça marche. Merci. Alors, on peut aussi envisager, hein, comme on le disait, le coût unitaire serait autour de 1 800 €. Ce qu'on avait envisagé aussi avec mes collègues de la Vallée du Loir, c'est peut-être de constituer un dossier global, commun, et puis ensemble, peut-être aller chercher des partenaires financiers. Si on a une petite dizaine de campings, que ce soit en Vallée du Loir ou en Vallée de la Sarthe, qui sont partants pour aller sur cette étape 2, on peut peut-être envisager des demandes de subventions auprès de partenaires que sont la région, peut-être le département, si c'est possible, dans le cadre des aides au conseil. J'ai tenté de joindre la région, mais avec cette période, c'est un peu compliqué. Je pense que les collègues de la région sont en télétravail. Je n'ai pas réussi à les joindre. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui pourrait être envisageable pour essayer de réduire le reste à charge pour chacun d'entre vous. En fait, L'idée, c'est vraiment d'être le plus incitatif possible et de vous donner les chances de faire venir Monsieur Perrois sur votre camping. J'ai déjà un camping là, qui est connecté, qui m'a envoyé un petit message pour me dire qu'il était intéressé. Donc, ça veut dire que ça répond à un besoin et c'est très bien. Pour tout ce qui est modalités concrètes, très clairement, on vous invite à revenir. Alors, pour les campings de la Vallée de la Sarthe, vers moi, et puis pour les campings de la Vallée du Loir, vers Claire. Assez rapidement quand même, si on veut mettre en place ces audits avant le cœur de saison, où j'espère que vous serez un peu plus débordés, vous aurez moins de temps à consacrer à cet audit. Je pense qu'on peut se laisser peut-être la fin du mois si ça va pour certains d'entre vous, sachant qu'on a aussi conscience que cette dépense n'était peut-être pas prévue. Alors, on va essayer, comme je vous le disais, de l'amoindrir, mais elle n'était peut-être pas prévue. On peut, nous aussi, les offices de tourisme, s'arranger. Au niveau comptable, on peut avancer pour vous et faire en sorte que vous soyez privé ou municipalité avec des budgets qui ont déjà été votés, on puisse s'arranger pour vraiment engager ces audits dès cette saison. Ce serait vraiment dommage de louper le coche de cette saison 2021.
Juste une petite précision. Évidemment, il est difficile pour nous d'aller chercher des financements avec un ou deux dossiers seulement. Il faut un minimum de quelques campings intéressés par cette démarche-là, parce qu'on ne peut pas monter un dossier avec 2 demandes. Hein. Oui, je parlais d'une petite dizaine. Je pense que voilà, avec une dizaine de campings, on aurait peut-être plus de facilité à mobiliser nos partenaires financiers. Bon, je note pour le camping du Lude un intérêt pour cette démarche. Peut-être Maillet à revoir. Très bien. Chantenay-Villedieu également. Merci de vous exprimer sur le chat, c'est parfait. Bon, on voit en tout cas que vous êtes pour la plupart très intéressés, ce qui va nous permettre, nous aussi, rapidement d'aller solliciter nos partenaires. Donc ça, c'est très bien. Merci de votre réactivité. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Que ce soit sur l'intervention de M. Perrois ou sur les modalités techniques pour la mise en place de ces audits, n'hésitez pas. Claire, je pense qu'on peut… Oui, on va clôturer cette rencontre. Bah, écoutez, merci à vous. On a été une petite trentaine connectés ce matin, donc on est ravis. Comme on vous l'a dit, on reste à votre disposition pour mettre en place ces phases 2, phase 3, mini-audit, audit. Monsieur Perrois aussi, je pense, reste à notre disposition. Et puis ben voilà, on vous dit à bientôt. À bientôt, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci à toutes et à tous. Et merci Monsieur Perrois également de votre intervention. Oui, merci beaucoup Monsieur Perrois. Merci, à très vite. Merci, à bientôt. Merci. Bonne fin de journée. Bonne journée.